En 1989, le monde aura le droit d'être subjugué par la fantastique apparition du plus grand des vampires jamais vus au cinéma, grâce à la participation d'un Coppola. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par ce cher Julien Asunsao. Salut Julien. Bonjour à toi Alexis. Vous nous avez donc rejoint sur le podcast qui parle de chaque film de Nicolas Cage en ordre chronologique. Et aujourd'hui, c'est l'exceptionnel Embrasse-moi vampire. Tu me l'as dit en off, je spoil un petit peu, toi tu l'as déjà vu, mais moi c'est pas le cas, donc tu le dis exceptionnel, donc je m'attends à quelque chose d'assez énorme. Donc pour refaire un petit descriptif du film, Embrasse-moi vampire, c'est un film américain de 1989 qui est réalisé par Robert Bierman, avec Maria Conchita Alonso, Elizabeth Ashley et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc le titre original c'est Vampire Kiss. Et pour faire un petit synopsis rapide, donc ça parle de Peter qui est donc joué par Nicolas Cage, persuadé d'être devenu un vampire et qui croit pouvoir se soigner en terrorisant Alva qui est l'une de ses employées, puis se faire soigner en faisant soigner par une psychanalyste qui est le docteur Glazer. Donc au final ça va pas se passer si bien que ça et avec le temps la situation va empirer. Donc qu'est-ce que toi qui l'as déjà vu, qu'est-ce que tu peux m'en dire pour me faire un peu rêver? Ok, alors ce film déjà, ouais, c'est un film que j'ai vu vraiment beaucoup de fois, on parle peut-être de 5-6 fois à peu près. Ah oui, d'accord. C'est probablement une des œuvres de Nicolas Cage dont je suis le plus en admiration. C'est le premier film qu'on avait dans la liste, tu sais, quand on a regardé la liste des films qu'on allait regarder, dont j'avais absolument envie de parler. Je sais qu'on a parlé de Birdie, je sais qu'on a parlé de Raising Arizona, on a parlé de bons films, mais tu sais, genre là, celui-là, j'avais hâte. Qu'est-ce que je peux te dire qui va te donner envie? C'est que c'est le premier film qu'on a vu depuis le début où ils ont demandé à Nicolas Cage de jouer un homme qui tombe dans la folie. Dans la véritable folie. C'est vrai que c'est un peu le type de rôle pour lequel il est connu, donc C'est exceptionnel. Ce film est un trésor national. Pas le film qu'on va voir plus tard, mais ça reste un trésor national juste pour Nicolas Cage qui fait n'importe quoi. La plupart des mimes que tu vois sur internet proviennent de ce film. Enfin, j'ai quand même vu quelques extraits par ce biais-là. Ça a l'air perché, hein. c'est ça. Tout le monde a vu plus ou moins des trucs de ce film-là, sans vraiment le savoir. Puis en plus, c'est juste... L'histoire est complètement barrée, mais absolument barrée. On a le droit à des scènes incroyables que je vais juste rien dire, parce que j'ai vraiment hâte que tu les vois et puis qu'on en parle. Mais c'est violent. C'est incroyable, il se lâche, mais comme on l'a jamais vu jusqu'à présent, je serais pas capable encore de dire si c'est le pire qu'on va le voir ou qu'on a vu, mais c'est genre, il se lâche comme pas possible, puis, j'adore ce film, je l'ai vu 6 fois, j'ai vraiment hâte de faire celle-là ma 7e fois, puis voilà, quoi. Comme tu l'as dit, donc moi j'ai hâte de le découvrir parce que envie de voir un petit peu quel est le film justement derrière un peu tous ces extraits qu'on voit par-ci par-là, voir si les extraits sont vraiment sortent du lot par rapport au reste du film ou si même le reste du film est aussi niqué que ça. Donc si c'est le cas, ça promet du haut niveau. Donc c'est pas la même excitation qu'avant de revoir Arizona Junior ou de
ou ces films comme ça où on sait qu'ils vont être bons, mais c'est l'excitation un peu de voir l'autre face de Nicolas Cage, celle qui est la plus connue publiquement, on va dire, maintenant. Donc voir un petit peu le proto Nicolas Cage, le moment où c'est parti en couille. Eh bah écoute, on va pas perdre plus de temps, on va aller voir ça, et puis bah on va vous donner nos impressions à chaud après visionnage. Allez, à plus après le film. How could somebody misfile something? What could be easier? It's all alphabetical. You just put it in the right file according to alphabetical order. You know, A, B, C, D, E, F, G, Peter. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Peter. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huh? That's all you have to do. Very good. You know your alphabet. I never misspelled anything. Not once, not one time. Et on est de retour après avoir vu Embrasse-moi vampire. Avant de commencer cette fois-ci, je vais vraiment vous rappeler ça. Dans Citizen Cage, on spoil le film. Et comme Embrasse-moi vampire est littéralement dans mon top 5 des films de Nicolas Cage, J'arrête si le vous podcast. l'avez pas vu, je vous... J'arrête le podcast tout de suite, j'en ai marre. Hein? C'est le top 5? Non, je peux pas entendre ça. On Ah, annule tout. On va revenir là-dessus. Bon, laisse-moi finir ma phrase. Je vous... Voilà, maintenant je suis... Bah, écoute, ce qu'on Tu peut m'as dire, tout c'est pété. que quand on arrivera dans le moment où ça deviendra grave de spoiler, on fera un petit signe, quoi. Oui, mais surtout, allez voir le film si vous l'avez pas vu parce que il est génial. Voilà, mais ça c'est mon avis. Ça a pas l'air d'être celui de Julien. On verra ensuite pourquoi. Ah bah, on va vite le voir, hein. Et comme toujours, on commence par un petit résumé du film et on va pas s'attarder et on commence directement avec Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est donc le personnage principal de ce film et qui joue un personnage appelé Peter Liu. Liu. Il y a que des noms compliqués. Ouais, super chiant. Qui est en fait un agent littéraire à New York et qui a l'air d'être le genre de personne très solitaire en fait. On se rend compte dès le départ qu'il est en train de parler avec sa psychiatre. Bon, après, le plus simple, c'est peut-être de leur dire que s'ils ont vu American Psycho, c'est le même personnage, hein. Ouais, en fait, ouais. Mais... Bah, en fait, quoi, non, mais t'as vraiment l'impression que c'est un mec de Wall Street et tout, il a l'air de gagner une somme de fou. Ouais, c'est ça. En fait, non, il est agent littéraire, ok. Il est agent littéraire, mais bon. Donc voilà, il est en train de parler avec sa psychiatre et la première chose qu'on apprend de lui, c'est que il cherche à trouver une femme, littéralement. C'est parce que voilà, il raconte qu'en gros il a rencontré une personne qui s'appelle Jackie, jouée par Casey Lemons, dans un club, et que voilà, il l'a ramenée chez elle, blablabla, et que au moment où l'action commençait, il y a une chauve-souris qui est rentrée dans son appartement. Donc ils essayent de se battre contre la chauve-souris, puis ils y arrivent pas, donc ils se barrent. Oui, ils prennent le taxi. Bon, j'imagine que c'est pour aller chez la meuf, mais c'est pas... Au début, je me suis dit, mais du coup, ils vont où? C'est assez... Il se rend compte qu'il apprécie quand même pas mal cette fille qui s'appelle Jackie et qui veut quand même la revoir. Et malgré ça, tous les soirs, il va dans des bars pour essayer de rencontrer des filles. En fait, a priori, son problème, c'est que avant la relation, au tout début, il a l'air, il est content, et en fait, il se lasse très rapidement, a priori. Il se lasse plutôt genre, rapidement. en minutes, quoi. Donc ouais, plutôt rapidement. Ouais. Il a pas l'air d'être capable de trouver une personne qui lui convient, finalement. Et après, on va enchaîner un petit peu ces scènes entre la psy et puis le boulot, parce que c'est un peu ces deux passe... Enfin, non, il y a 3 passe-temps dans la vie, c'est la psy, le boulot et puis les soirées. Donc très rapidement, il finit par rencontrer une autre femme qui s'appelle Rachel, qui ramène chez lui et il s'imagine qu'elle l'a mort et que c'est un vampire. Ouais, alors pour l'instant, on sait pas s'il imagine quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, on voit qu'elle a des dents de vampire et qu'elle le mord, quoi. Bon, après, on va vite comprendre quand même que le mec il est pas hyper net, parce que
Le lendemain, il lui amène son café, il y a personne, mais il parle comme s'il y avait quelqu'un, quoi. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait sûr si sa première interaction... Il me semble que la première interaction, elle est réelle, et c'est qu'ensuite il l'imagine... Oui, bah la suite du film donne un peu, nous valide un peu cette idée, mais c'est vrai qu'on sait pas trop à quel moment ça s'arrête d'être réel au début. Mais bon, là on sait que quand il parle tout seul à son oreiller que là c'est pas du réel, quoi. Et en même temps, il y a cette espèce d'histoire super bizarre avec son assistante qui s'appelle Alva, merci. Jouée par Maria Conchita Alonso, Ouais, Alva c'est plus rapide, ça, on va utiliser ça. qui a le malheur de devenir l'espèce de souffre-douleur de ce gars-là, parce que littéralement il a juste décidé de l'emmerder, en fait, je pense. Il n'y a pas d'autre raison. Moi je peux directement aborder un petit peu où j'ai trouvé ce film insurmontable, quoi. À ce niveau-là. Non, mais après, je trouve que c'est terrible, quoi. Tu vois une femme se faire martyriser pendant 1h40, c'est hyper... En fait, c'est typiquement... en fait, il a vraiment l'attitude du pervers narcissique, c'est vraiment ça, quoi. Donc, il va lui... C'est vraiment ça. la figure d'autorité qui va être dans l'agression constante par rapport à sa secrétaire. Enfin, c'est une horreur, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'il doit retrouver le contrat littéraire d'un de ses auteurs, parce que le mec l'a appelé, lui a demandé ce service, quoi. Et lui, il a cherché vite fait au nom de l'auteur, au nom du bouquin, il l'a pas trouvé, et il demande à sa secrétaire de chercher dans les autres dossiers parce que ça a l'air... Il dit, voilà, c'est chiant à faire, c'est mal rangé, alors vas-y, tu t'en occupes. Et puis on va suivre un peu tout ça, et C'est compliqué, voilà. On passe, et comme tu disais, voilà, on passe de lui qui martyrise Alma à lui qui pense qu'il est un vampire, à lui qui parle avec sa psy. Puis ça fait des cercles un peu comme ça. Surtout que plus on avance dans le film et plus on apprend que le martyre de Alma est absolument pas justifié, parce que le gars finalement n'en a rien à foutre de son contrat. Il est pas pressé pour l'avoir. Ouais, et puis bon, après tu sais, elle a vécu des moments difficiles, déjà utilise peut-être son vrai prénom pour respecte-la un peu. Alma, putain, Alma, pourquoi j'arrête pas de l'appeler Alma? Boulma. Je pense à Fear. Bon, ok. Ensuite, on revient une fois de plus à Peter qui rappelle Jackie pour lui dire oui, je suis désolé, j'ai envie de te revoir, est-ce qu'on peut se revoir dans un bar, après qu'il l'ait laissé tomber en plein milieu de leur deuxième rendez-vous dans un musée. Il s'est juste barré. Il est genre, il faut que j'aille aux toilettes, puis il se barre. Et bien sûr, la demoiselle n'était pas très contente. À ce moment-là, il est déjà un petit peu en train de sombrer dans la folie. Il n'est pas encore tout à fait en mode, je suis un vampire, mais il sait qu'il s'est fait... Il pense qu'il s'est fait mordre, il commence à avoir un peu du mal à regarder la lumière. La difficulté de voir la progression, c'est que avant de partir un peu dans la folie, c'est déjà un bâtard, alors du coup... Ça aide pas. Il a l'air d'être déjà un peu excentrique et insupportable au début, alors du coup tu te dis est-ce que ça vient de ça ou c'est une bonne excuse, quoi. Donc il appelle Jackie après d'ailleurs être passé devant deux mimes qui se frappent devant son appartement. Puis ça, j'étais genre, à chaque fois que je vois cette scène, Oui, je comprends pas. La scène on la voit 2 fois, mais ça sert vraiment à rien. Ouais, ils font la même chose. Enfin, c'est pas du tout un truc que tu vas revoir plus tard et genre c'était pour te planter le truc. Non. C'est juste, voilà, ça faisait juste délirer le réalisateur. Juste deux mimes devant son appart. Moi, attends, je vois deux mimes devant mon appart, je leur dis de se barrer. Je suis genre, oh, qu'est-ce que vous foutez là, cassez-vous. Oui, mais toi tu as un problème avec les mimes. On a déjà abordé cette... Et on le réabordera plusieurs fois. Mais bref. Donc il appelle Jackie, il lui dit écoute, est-ce qu'on peut aller se retrouver dans un bar? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il y va pas. Voilà, au moment de partir, là clairement il imagine Rachel, donc la vampire, qui vient lui parler et qui lui dit t'es à moi, reste là. Et on la voit se nourrir
de Peter, donc lui prendre son sang pendant que Jackie, elle, est toute seule au bar, puis bah voilà, elle est genre, bon bah, cette fois c'est fini là, tu laisse-moi tranquille, je veux plus jamais te voir, elle lui laisse une lettre. C'est la 3e fois qu'elle lui met ça, donc oui. Sauf fois elle le pense vraiment, peut-être. Non, après, c'est le... la scène avec Jackie... non, pas avec Jackie, du coup, avec Rachel... il y a vraiment c'est vraiment une répétition de la scène qu'on avait vue avant, et même dans les plans et tout. Je me demande si c'est pas carrément le même plan qui a été édité 2 fois. C'est possible, mais il y a vraiment ce côté-là de on reprend le même plan, le même point de vue et on refait la même chose. Alors bon, est-ce que c'était pour gagner du temps ou c'était pour parce qu'il y a un vrai message derrière, je sais pas, mais bon, en tout cas ça saute aux yeux. Ouais. Et là, ça y est, on rentre dans la partie du film où le gars pète un câble. Parce que la première chose qu'on le voit le lendemain, c'est il prend sa douche tout seul et il est genre, ah bah tu veux rentrer, viens avec moi. Il y a littéralement personne, donc il se parle à lui-même comme au début, sauf que cette fois c'est encore pire. Et là, il commence son espèce de descente aux enfers. Quand il retourne au boulot, maintenant il a des lunettes de soleil parce qu'apparemment il peut pas voir la lumière. Il commence à être un peu penché quand il marche. Comme Nosferatu, comme Basil Barlow dans Basil Carlo. Oui. Non, ça c'est... En tout cas, il y a une référence de Nosferatu. Un peu plus tard dans le film où on voit carrément des images du film. Non, c'est Max Schreck, pardon. Basil Carlo, c'est dans Batman. Ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est pas le même personnage ? Bah, Basil Carlo, c'est Clayface dans Batman. Ah, j'ai cru que Batman c'est un était méchant. Pardon. Mais oui, parce que c'est censé être un acteur qui joue ce genre de film. Donc, pardon. Max Schreck, excusez-moi. Qui est justement le genre de vampire blanc, qui est genre un peu bossu, puis qui se tient bizarrement. Et donc, on a droit à Nicolas Cage qui commence à devenir, à devenir comme ça, alors que le plot point avec Alva prend plus d'importance et on commence vraiment à lui hurler dessus, à la suivre dans les toilettes pour lui demander « Où est mon contrat ?» Non, c'est pas... Ouais, c'est même un peu plus que ça. Il va pas la suivre dans la toilette, il la poursuit dans... En fait, il hurle son nom depuis son bureau, elle vient pas parce qu'elle se dit « Oula, putain, il est vraiment taré l'autre ». Et alors, lui, il sort et il se met à courir après, justement, avec une marche un peu bizarre. Et il la poursuit jusque dans les toilettes. Elle essaie de se cacher là-bas en se disant, bah, il va pas oser me suivre jusqu'en dans les toilettes. Et si, il n'y a pas de souci, il suit aussi. Là, il y a une petite vieille qui se barre et qui la laisse dans la merde. Parce que, globalement, c'est un peu l'idée, c'est qu'elle va être laissée toute seule pendant tout le film. Tout le monde s'en fout complètement de ce qui lui arrive. Entre la mère qui lui dit mais si tu dois aller au boulot, ça va, fais pas ta chochotte. Là au final elle sort son flingue, elle menace de lui tirer dessus parce qu'elle a un flingue dans son sac. Bon, finalement il rebrousse un peu chemin, mais tu vois, le lendemain on voit que il y a le patron de la boîte et les associés qui se marrent tous en disant ouais, tu l'as poursuivi dans les toilettes et c'est super drôle. C'est un peu genre le gros du film finalement. Là on va passer pas mal 1 heure, je pense, quelque chose comme ça. Le film dure 1h40. Hein. On va passer pas mal 40 minutes à voir cet échange entre Peter et Alva, avec Peter qui devient de plus en plus fou, qui se met à être de plus en plus convaincu qu'il est un vampire, à devenir de plus en plus grotesque, parce que c'est aussi le choix de Nicolas Cage. Et... tout ça culmine dans une sorte de moment étrange où Alva décide carrément de rester chez elle finalement, parce qu'elle veut pas travailler avec le gars, où il vient carrément la chercher chez elle, et en la ramenant au bureau, Alva décide de s'arrêter voir son frère, qui va lui donner des balles pour son arme, mais malheureusement on va apprendre que c'est des balles à blanc. Voilà. Mais il faut quand même préciser que lui, il trouve son adresse, il va la chercher, et puis en fait, il lui dit que tout est oublié pour le contrat, que c'est pas si important que ça. Ouais. Donc il fait le gentil, comme il avait déjà fait une première fois en s'excusant avant de se remettre à l'insulter direct. Et là, ils sont dans le taxi, donc il dit oui, c'est pas grave, on a notre temps et tout. Et puis la phrase d'après, il dit... mais on va quand même continuer à chercher Beach et compagnie, quoi. Donc ils ont mal insulté. Donc c'est vrai, là on est vraiment sur le tempérament et le comportement type de ce que je disais tout à l'heure, des pervers narcissiques, ce côté chaud froid. Ouais.
suis gentil. Après, il lui dit qu'elle réussira jamais. Donc abaisser la personne et tout. Alors jusqu'au point où je me demande si c'est un peu le sujet du film, mais bon. Textbook manipulation, puis c'est vrai que genre voilà. Et donc, comme je disais, son frère lui donne des balles parce que en fait son arme était pas chargée. Et ce qu'on sait pas à l'époque, c'est que les balles, c'est des balles à blanc. Et une fois qu'elle a récupéré ses balles à blanc, elle remonte dans le taxi et puis ils vont au boulot. Et après, on voit qu'elle bosse toute la journée sur ses dossiers et elle finit par trouver enfin le contrat. Et c'est là où elle va annoncer à Peter que lui est bloqué dans son bureau, il a fermé les rideaux pour pas avoir la lumière, il est par terre. Et elle tape plein de fois à la porte, il finit par lui ouvrir. Et là, il lui dit c'est bien, t'as trouvé, mais c'est trop tard. C'est juste parce que, genre, 2 secondes avant, il imagine le chauffeur de taxi et la femme du chauffeur de taxi lui dire qu'il faut qu'il pourchasse l'amour. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Genre, je suis en train de me dire, est-ce qu'il pense que Alva, c'est sa future femme, genre? Ouais, j'ai pensé un peu à ça, et ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas, donc je pense fausse piste là-dessus. Peter pourchasse Alva, et ils finissent dans la cave, dans le basement, genre, on sait pas trop. Ouais, un peu là où il y a les installations électriques, les choses, on a l'impression. Ouais, voilà. Et Alva sort son flingue en lui disant si t'avances, je te tire dessus. Et l'autre est en mode je suis un vampire, tire-moi dessus, c'est ce que je veux. Vraiment pété, genre. Et Alva tire autour de lui, mais elle arrive pas vraiment à lui tirer dessus. C'est surtout qu'elle lui tire pas dessus parce qu'elle sait que c'est des balles à blanc et que si elle lui tire dessus, il va comprendre et il va pouvoir faire ce qu'il veut. Alors tant qu'elle tire à côté, elle espère encore lui faire peur. Et donc, quand malheureusement Peter finit par rattraper Alva, il la met par terre puis il essaye de la mordre. Le problème c'est qu'il a pas de canine, il n'y arrive pas parce qu'il pense être un vampire, il veut se nourrir. Et dans un moment probablement de lucidité, décide que genre si c'est un vampire, il ferait mieux de se suicider parce que c'est en train de devenir un... Ouais, alors t'as oublié un gros morceau quand même là, parce que il l'attrape et il la viole en fait. Hein. Ah. Bah oui quand même. Il arrache ses vêtements, il la met au sol, il la viole. Là, pendant qu'il fait ça, il s'imagine Rachel à la place d'elle. Il essaye pas juste de se nourrir? Ah non, parce qu'après il avoue qu'il a violé quelqu'un. Il le dit plus loin dans le film. C'est vrai. C'était dans le pitch, justement. C'est vraiment le point culminant de l'horreur un peu du film, quoi. Ouais. Oui. Donc oui, voilà, c'est ça. Il la viole, il essaie de se suicider après, mais effectivement, comme on l'a dit plus tôt, vu que c'est des balles à blanc, ça a aucun intérêt parce que lui, il n'avait pas encore compris que c'était des balles à blanc, et là, il s'en rend compte que, enfin, il s'en rend compte même pas. Il pense qu'il est invincible en fait, du coup. Par contre, juste un truc, des balles à blanc, ça marche pas comme ça. Hein. Mais... C'est juste qu'il y a moins de poudre dedans. Si tu te le mets dans la bouche, ça va quand même te faire mal, mais bon. Je me suis dit, mais la même chose, si elle a mis des cartouches dedans, les cartouches, le mec, en fait, en plus, il met le flingue dans le mauvais sens. Ça, pour se suicider, ça ne marche pas. Il faut pas le mettre dans ce sens-là. Il faut pointer le canon vers le haut et le cerveau, sinon tu risques juste de te faire un trou dans le fond de la gorge. Et tu vas pas en mourir. Et lui, il fait ça en fait. Il faut apprendre, faut vraiment tout apprendre aux gens, quoi. C'est comme les gens qui essaient de se suicider et qui coupent les veines dans le mauvais sens. Ça ne marche pas. On va faire un tuto s'il faut faire un tuto. Est-ce que c'est vraiment le genre de connaissances qu'on a envie de donner à nos auditeurs, par contre? Oui, on fera un tuto. On fera un épisode spécial, on vous expliquera toutes les astuces parce que là, il y en a marre, quoi. Faites ça bien, s'il vous plaît. Donc voilà, il essaye de se suicider, il y arrive pas, donc maintenant il est absolument convaincu d'être un vampire. Là, il lui dit, qu'est-ce qui me manque pour à ma panoplie du vampire, du petit vampire parfait? Évidemment, des dents de vampire, quoi. Donc il décide d'aller au magasin d'occulte du coin et d'aller acheter des fausses dents. Sauf qu'il a pas assez d'argent, donc au lieu d'acheter des dents en céramique, il achète des vieilles dents de merde en plastique qui coûtent $3 et qui lui donnent un look vraiment... Il y a un décalage entre ces dents qui sont clairement un déguisement de bas étage, quoi, et puis le fait qu'il est persuadé d'être un vampire. Et en rentrant chez lui, il kidnappe un pigeon, puis il mange un pigeon vivant, je crois. Genre, il mange un cafard, mais c'est un peu plus tôt, je crois. Ouais, mais ça... On voit pas trop le pigeon. Mais le pigeon, j'ai l'impression qu'il l'a pas cuit. Hein. Ah non, je crois que c'est pas trop montré à l'écran, mais bon, oui, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Avant de s'attaquer à des proies de taille humaine, on sent qu'il
qui commence un petit peu avec des animaux aussi. Et donc, cette soirée, il décide d'aller dans un club pour justement trouver sa première victime. Et malheureusement, il en trouve une isolée dans un coin du club. Ah oui, c'était vraiment bien organisé. Hein. Il y a Ouais. tout le monde qui est en train de danser, t'as un sous-sol en fait où il y a des canapés, il y a tout ce qu'il faut, que ça a l'air immense, et il y a juste une femme qui est là, qui attend. Et donc, il la mord, non pas avec ses fausses dents en plastique, mais avec ses vraies dents, et il la tue. Et au moment où Nicolas Cage essaye de s'enfuir du club, il est pris de crampes. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il vient d'avaler genre 3 litres de sang ou si parce qu'il a bouffé un pigeon cru, Ouais. ou peut-être un mélange des deux, mais voilà, il est pas dans son assiette, et il finit par tomber sur la vraie Rachel. Bah, pas tout de suite en fait. Dans un premier temps, il a la fausse Rachel qui le largue, parce qu'elle s'adresse à lui clairement comme elle fait depuis tout le long du film, comme si elle le connaissait et tout. C'est vrai. Elle le largue, là il pète un câble, il va au milieu des gens qui dansent, et là il y a à nouveau Rachel, sauf que cette fois elle le reconnaît même pas en fait. Donc là, c'est là qu'on comprend que. Elle le reconnaît, donc c'est pour ça elle met un peu de temps, mais c'est là qu'on comprend qu'ils se sont vraiment. Il y a vraiment une histoire entre les deux. c'est ça. Elle a dû partir au milieu de la nuit, et puis là, elle l'a pas revu depuis, et puis elle se rappelle un peu de lui, mais enfin, vite fait quoi. Elle lui demande ouais, ça va enfin, Il l'accuse d'être un vampire, puis il s'enfuit complètement du club. il se fait virer. Ouais. Oui. Bon, un mec qui a la bouche avec plein de sang, et qui. Déjà, les gens, je trouve, réagissent de manière assez tranquille quoi. Qui gueule qu'il est un vampire. Ouais, forcément, les gens de la boîte trouvent ça un peu bizarre. Ouais. Après avoir trouvé un immense bout de bois dans une ruelle et de demander aux gens s'ils pouvaient le tuer, genre, parce que il veut que les gens le plantent avec un pieu, finalement. Et il finit carrément par se dissocier de son corps et s'imagine en train de parler à sa psychiatre, où il explique que tout ce qu'il veut dans la vie, finalement, c'est trouver le grand amour, et en gros, il est en mode désillusion, et on passe de lui qui est avec du sang de partout et son pieu tout bizarre en train de parler à un mur, et lui tout à fait normal, toujours avec son pieu en train de parler à sa psychiatre, qui lui présente sa femme parfaite, finalement. Bien sûr, c'est dans sa tête. En même temps, on avait un Alva qui a expliqué à son frère justement s'être fait violer par Peter, et ils décident d'aller tous les deux au domicile de Peter pour le retrouver et puis a priori lui faire du mal quoi. Donc quand il voit Peter passer taré rentrer chez lui, il prend la suite, il s'introduit chez lui, donc il casse la porte, il arrive dans l'appartement. Là, t'as Peter qui s'était caché sous son canapé, qui l'a retourné pour faire une espèce de comment on dit De cercueil. Voilà. Donc t'as le frère qui retourne le canapé, et t'as Peter qui est par terre, qui prend le pieu, qui se le pointe sur le cœur, et qui dit vas-y, écoute, fais ton affaire. Le frère va le faire, va accepter de mettre fin à son calvaire un petit peu. Straight up murdering, genre. Elle assassine complètement, là. Voilà, il va le tuer de manière assez facile d'ailleurs. Le pieu a Ouais, l'air il de rentre s'enfoncer, vachement bien, ce pieu, ouais. là. Et bien sûr, on voit que c'est pas un vampire, c'est juste un gars, il y a du sang partout, puis Emilio, le frère d'Alva, est un peu flippé, donc il s'enfuit pendant que Peter meurt. Voilà. Sur fond de New York. Il voit une dernière fois Rachel, et puis on a le coucher de soleil sur New York. Et c'était aussi le coucher de soleil sur Embrasse-moi vampire. Et Compliqué, hein. je maintiens ce que j'ai dit depuis le début, ce film est génial. En fait, je comprends, mais en fait, moi, il y a 99% du film, ça n'a pas pu me faire rire, parce que je trouve ça tellement horrible ce qui se passait. Ouais. Que, en fait, le too much m'a pas fait rire. Une fois que ça y est, il avait fait son affaire, il l'avait violée et tout, c'était fini. Qu'il avait tué la fille. Là, il y a des scènes qui sont vraiment ridicules. Là, ça m'a fait un peu plus rire. Mais au début, enfin, la manipulation et l'agression permanente, du coup, mon cerveau, il n'arrivait pas à trouver drôle les moments de
d'exagération, de surjeu, et j'ai pas pu quoi. Donc du coup j'ai trouvé ça vraiment insoutenable pendant 90% du film. Je suis très d'accord surtout comme je te dis personnellement, j'avais jamais fait le lien, vu que genre la scène où où il la viole, finalement elle dure 3 secondes, puis on voit On voit rien, voit assez peu. On nous le montre pas, puis c'est monté de manière comme si lui peut-être... Bon, après, il déchire ses vêtements avant, donc... Et puis surtout, c'est à la fin, en fait, dans son monologue, quand elle lui présente la femme parfaite, juste après, il dit « Ah, au fait, je dois vous dire un truc, j'ai violé une femme. » Et il lui dit « Oh, ça va, c'est pas si grave, la psy. » Et puis après... il lui dit qu'il a tué une femme? Non, il y a deux choses, il dit deux choses. Il dit une première fois ça, et il dit « Ah, ça va, si c'était pour relâcher la pression. » Et juste après, il dit « Ah, et puis j'ai tué une femme. » Il fait « Ah, ça va, des femmes... Enfin, il y en a plein qui meurent dans cette ville tous les jours, donc ça va, quoi. » Bon, alors on comprend que c'est dans sa tête, mais on va dire que le message est... c'est dur, quoi. Hein. Je sais pas où se positionne le film, en fait. J'arrive pas à voir l'intention. Je sais pas ce que veut nous dire le film. Moi, je pense... Alors ça, par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression... que j'ai vite compris. Je pense que c'est un film qui veut parler des méfaits de notre style de vie. Et à quel point ça nous rend solitaires, et à quel point ça crée des gens qui sont peut-être plus psychopathes, asociaux, ou ce genre de choses, à quel point le fait que vivre dans cette vie... Parce que le mec, tout ce qu'il fait, c'est genre aller au boulot, aller dans des clubs, parler avec des amis qui sont pas vraiment des amis. Il y a une scène dans le film qui me fait rire, mais absolument, c'est la première fois où il rencontre Rachel dans un bar, parce qu'il est avec ses potes, et ses potes sont en train de parler d'investissement. Ils sont dans un bar. Ouais, enfin, il y en a un qui est là, ouais. Et l'autre a l'air super intéressé, les gens. Oh ouais, pourquoi est-ce que ces gens ils feraient cet investissement-là? C'est même pas ça, c'est qu'en fait, il y en a un qui dit oui, et puis pendant que je mets mon argent là, je gagne des intérêts, et son autre pote a l'air complètement débile, il dit ah, mais pourquoi les gens ils sont intéressés par ton argent? Alors que c'est pas la même chose, quoi, c'est pas le même sens du mot. Mais effectivement, mais c'est là où j'ai vraiment l'impression d'avoir vu American Psycho, quoi. Enfin, je trouve que c'est extrêmement proche au niveau du thème du truc, quoi. Sauf que dans American Psycho, je trouve que il y a aucune hésitation sur le regard du scénario, du réalisateur par rapport à ce qui se passe. Là, est-ce que les vampires, c'est une métaphore des relations toxiques où la personne va vampiriser l'autre? Est-ce que... Enfin, effectivement, il y a ce côté un petit peu... il se sent obligé de trouver l'amour, et du coup, il force le truc. Enfin, il y a plein de choses différentes. Mais je sais pas si tout a été voulu par le film ou si c'est après de l'interprétation. Tu sais, le mythe du vampire en lui-même, c'est aussi... Si tu prends Dracula de Monsieur Coppola... Yeah, on va en parler, youpi. Tu te rends compte très rapidement que Gary Oldman, le grand Dracula, veut absolument forcer son amour sur la personne qui pense être la réincarnation de sa femme. Je pense que c'est ce vampire dans ce côté-là, du côté genre, les vampires sont romantiques et sont capables de forcer les autres de les aimer. Enfin, il y a toute cette... Ouais, bah je trouve que c'est pas forcément ce qu'on a, quoi, parce que justement il y a le mythe du vampire où il contrôle l'esprit des gens. Là, chaque femme qui l'approche va le rejeter et il va quand même... Oui, mais parce que c'est pas un vrai vampire. Je pense, mais c'est vraiment parce que tout le film est littéralement la descente aux enfers d'une personne qui tombe dans la folie. Et après, il y a quelque chose que t'as dit au début, et heureusement que c'est vrai, c'est que déjà dès le départ, il est très antipathique. Bah, c'est pour ça, en fait, tu sais, on a l'impression qu'il te dit, ah, c'est un mec qui fait des choses mal parce qu'il tombe dans la folie, et en même temps, t'as l'impression qu'il est taré, enfin, que c'est un malade déjà de base, donc... Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est déjà trop tard. Dès le départ. Mais pour moi, par contre, c'est super important que ce soit comme ça dans tout le film, que genre, à aucun moment tu puisses penser que genre, il peut être sauvé. C'est parce que genre, dès le départ, c'est un enfoiré. Et oui, ok, on peut éventuellement se comprendre cette envie de vouloir
plus être seul, de connaître quelqu'un, mais c'est la seule chose pour laquelle tu peux relate avec lui. Après le reste, je trouve que ça c'est moi, ça c'est personnel. J'ai trouvé que le fait que ce soit un enfoiré, c'est au service du film et non pas au desservice, parce que justement, à partir du moment où il commence à faire n'importe quoi et à partir du moment où il commence à devenir très grotesque, bah il y a un côté genre ouais, ok, ce mec-là est juste cramé, quoi. Ah, mais le problème, c'est qu'ils c'est tous des enfoirés, en fait. Je trouve. Et c'est là où je me dis, mais c'est quoi le... C'est... Où il va en venir, quoi. Parce que les patrons, ils se marrent que l'autre, il est allé l'agresser dans les toilettes. La mère, elle lui dit, non, mais il faut retourner bosser. Le frère, il lui dit la même chose. Bon, après, le frère, la seule truc, c'est que, ouais, quand elle va lui dire ça, bah, il va aller tuer un mec. Bah, super. Mais, je sais pas, c'est tous des enfoirés, au final. Même si c'est sur le ton de l'humour, voilà, quand t'as la psy qui dit ouais mais c'est pas si grave, enfin, on sait que c'est lui qui y pense, mais en fait t'as aucun personnage qui c'est à chaque fois minimiser ce qui se passe. Oui, mais c'est toute l'horreur du film. Même la vieille qui s'en fout dans les toilettes, enfin c'est vraiment bizarre, quoi. C'est là où le film me met un doute un peu. Et puis il y a ça, et puis il y a le côté aussi alors il en fait, c'est tellement too much que t'as l'impression que limite, et puis même sur la fin, t'as l'impression que le film est prévu comme étant humoristique, mais en même temps, t'es pas sûr non plus totalement, enfin, je sais pas, je trouve que le ton, qu'il y a un problème quelque part, quoi. Alors, je pense sincèrement que ce film a dû être fait avec... J'ai pas envie d'utiliser le terme horreur, parce que American Psycho, tu le qualifierais comment? Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est... Oui, c'est un film d'horreur psychologique. Ouais, voilà. Enfin, mais qui est hyper carré, qui raconte une chose et qui sait ce qu'il raconte, quoi. Il s'éparpille pas autant, et par contre, il a un humour très spécifique où les personnages vont pas... vont... avec des attitudes qui ne sont pas grotesques, faire des choses grotesques. Et c'est là où est l'humour, c'est que les mecs sont super sérieux et toi, avec ton regard, tu te dis, mais les gars, vous êtes hyper sérieux, c'est juste des cartes de visite, ou c'est... Enfin, voilà. Bon, après, je pense, ok, le film, il est moins maîtrisé qu'American Psycho, bon, ça peut arriver et rester un film sympa, ça. Mais je sais pas, moi, j'aimerais bien... Tu vois, avoir le réalisateur ou le scénariste qui me disent un peu ce qu'ils ont voulu faire, parce que là j'ai le doute, et du coup j'aime pas trop ce que j'entrevois aussi, quoi. Parce que mon grand problème, et ça c'est mon grand problème que j'ai avec mon analyse personnelle. Parce que, tu sais, comme je te dis, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un film sur les dangers de la solitude dans notre monde moderne actuel. Mais ouais, mais en même temps, ça serait dire que si la solitude, ça va forcément te mener à ça, ou que ça excuse ça. C'est là où est mon problème. Ouais. C'est là où est mon problème, c'est que je suis d'accord que très clairement ce genre de situations peuvent mener certaines personnes déjà instables à aller plus loin. Et c'est pour ça que j'applaudis le fait que déjà dès le départ ce mec est instable. C'est pas pour rien que la première chose qu'on le voit, c'est il est chez sa psy. Pour qu'on te montre que... Ouais, mais il est chez sa psy pour des problèmes de cœur, quoi, on va dire. Je suis d'accord avec ça, mais tu sais, dans l'inconscient collectif, on te montre quelqu'un qui est chez une psychiatre. Et en plus, oublie pas, c'est un film des années 90, on n'était pas aussi ouvert avec ce genre de choses. En général, dans les années 90, quand tu regardes des films, si une personne va voir un psychiatre, ouais, c'est voilà. soit parce qu'il a vécu un trauma, soit parce qu'il est justement un peu instable. Après, oui, il y a peut-être ce décalage aussi qui fait qu'il est plus dur à voir maintenant, mais tu vois, même ça... Il y a ça aussi, même ouais. ça me convainc pas, parce que je me dis, voilà, c'est pas parce qu'il va chez le psy que... Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est super weird, c'est bizarre à dire, ouais. C'est vrai qu'il faut... Enfin... Non, bah après, pour moi, le truc le plus probable, c'est que le message, c'est de dire... ce qui me paraîtrait le plus... Ce qui est au cœur, au final, c'est les relations toxiques qui sont là, des relations, par exemple, autorité à subalterne. Mais en même temps, t'as l'impression que ça parle là-dessus, et puis je sais pas, la fin
me fait changer un peu d'avis, me dit que c'est peut-être pas tant que ça, parce que bon, au final, la fin, t'as pas une morale très axée là-dessus, donc je sais pas, je suis un peu perdu, quoi. Les 20 dernières minutes de ce film sont super bizarres. Après, voilà, moi, la partie où ça y est, il a fait toutes ces horreurs, là, j'ai réussi ça m'a réussi à me faire rire. Je trouve que le dialogue avec la psy à la fin, où justement il s'imagine ça, et t'as la femme qui est à côté, qui se sont à peine dit 2 mots, ils sont censés être sur le point de se marier, puis elle accepte qu'il ait violé quelqu'un ou tué une femme, elle fait juste un petit haussement d'épaule en disant oh, il est mignon. Je trouve ça c'est assez marrant. Après, le monologue est peut-être un peu long quand même. La chose qui me fait le plus rire dans tout ça, c'est que tu te rends compte que même avec une soi-disant femme parfaite, Ah oui, au bout de 5 secondes, il s'engueule. il finit quand même par lui hurler dessus, tu sais, donc t'es genre... Le mec s'imagine il s'imagine dans sa tête un truc parfait pour pas se contrer à la réalité, et même là-dedans, il va lui-même se créer des obstacles, quoi. Mais c'est parce que c'est le problème de bien des gens qui associent la solitude avec essayer de trouver quelqu'un, tu sais. Le mec est juste très clairement isolé dans sa vie, genre, il a pas d'amis, il a pas de gens qui le challenge, et lui, il associe ça avec le fait, faut absolument que je me trouve une femme, mais en fait, il se rend compte que dès qu'il trouve sa femme parfaite, il en a quand même pas envie, genre, enfin... Bah, si vous voulez regarder un film là-dessus, vous regardez The Lobster. Oui, voilà, c'est vrai, bien mieux. Et là, il y a pas de doute, et niveau humour... Oui, bon, en plus. Et une des seules prestations de Colin Farrell que j'accepte, mais ça sera pour une autre fois. Peut-être. En fait, je sais pas, j'en ai aucune idée. Si, il a bien tourné avec Colin Farrell, Nicolas Cage. Oh, sûrement. Sûrement, on en reparlera. Mais bref, ce film, pesant un peu avec ses thèmes, je suis d'accord avec ça. Mais ici, on est là pour parler de Nicolas Cage. Donc parlons de Monsieur Cage et de sa prestation. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Monsieur Cage ? Eh bah écoute, alors bon, ce film c'est le film dont sont tirés beaucoup de mèmes sur Nicolas Cage, que ça soit des mèmes, des gueules qu'il fait, ou il passe beaucoup de temps quand même à gueuler je suis un vampire. Ouais, à courir dans la rue. Et bah en fait je dirais que c'est qu'il y a un peu deux phases dans le film. Il y a en fait au début, quand il commence à doucement sombrer dans la folie, et bah il le joue comme s'il était complètement fou dès le début en fait. Ouais. Et du coup, bah au début c'est ridicule, et quand on part dans la deuxième partie du film où le mec est complètement fou et qu'il le joue comme un mec complètement fou, bah c'est cohérent, ça m'a moins choqué. Tu vois, il y a des scènes qui séparaient où ça a l'air hyper ridicule, bah du coup ça m'a moins choqué quoi. Alors forcément il en fait des caisses, mais tu vois, le monologue de fin ou des choses comme ça, voilà. Par contre, le truc dont le même You Don't Say est sorti, c'est super tôt dans le film, et je sais pas, le mec, t'as vraiment l'impression qu'il fait une tête bizarre et qu'il est là en disant au réalisateur c'est bon, j'ai fait assez, et ça dure super longtemps, et la caméra elle quitte pas son visage. Là, c'est vraiment dans l'abus du côté du mauvais côté de la pente, quoi, du côté je sais pas jouer. De ce que j'ai cru comprendre de cette scène-là, c'est que normalement, parce que tu sais, il y a un dialogue entre elle et lui, et... Enfin là, c'est surtout lui après, quand il commence à faire sa tête. Mais normalement, c'était elle et lui. D'accord. Et normalement, la caméra était censée être dirigée vers elle. Et il a fait cette tête-là parce qu'il voulait la rendre mal à l'aise. Ce qui marche super bien. Mais malheureusement, ils ont décidé de mettre sa face. Bah, moi, j'adore. J'adore. Et justement, ça rajoute ce côté, le mec est déjà fou de base, tu vois. Oui, il sombre, mais pour moi, ce type-là est pas normal de base, genre. Ouais, mais ouais, mais il est pas normal de manière commune, quoi, de manière il a une folie, en fait il a une folie normale, sauf que avec cette tête là, c'est pas la tête de quelqu'un qui a une folie normale, c'est la tête de quelqu'un qui est fou comme on l'imagine, il est pas fou
dans le sens déviant par rapport à la société, mais vraiment fou dans le sens il a perdu sa tête. Et c'est là où il y a un décalage, et je pense que ton explication là, justement, me semble être en cohérence avec ce que le reste du film est, le crescendo qu'il y a là. Je pense que c'est bizarre qu'ils aient mis limite après il y a des scènes après où il paraît moins fou dans sa façon de s'exprimer. Cette scène elle est vraiment bizarre, et du coup c'est un peu dommage. Elle a été sortie du coup un peu de son contexte, parce que elle arrive trop tôt, et surtout si c'était pas prévu pour être filmé en direct, quoi. Et puis c'est long, quoi. Il a deux grandes folies, en fait, tu remarques. Il a le côté personne colérique, très clairement. Tu sais, quand il parle justement avec sa psy et qu'il commence à lui demander si un contrat est dans un fichier, vous devriez le trouver dans un fichier, puis il commence à s'énerver, puis il s'énerve. Et c'est pour ça que moi je trouve que ça marche bien. Il est instable, et, voilà. Tu le vois parce que c'est clairement stress lié à son boulot. Ça marche très bien. Ça marche super bien. Et à côté, il y a le côté vampire, et moi je trouve que ça marche super bien à partir du moment où il commence à se mettre en mode Nosferatu. Je trouve qu'à partir de là, ça devient pété exceptionnel. Quand il met ses lunettes de soleil, c'est bien plus tard dans le film, et il a l'air moins fou que quand il fait cette première scène où il la regarde comme ça. C'est vraiment dommage, je pense. Ouais. Je pense que ça, c'est raté, quoi. Après, bon, oui, le fait qu'il envoie des caisses, moi, ça m'a pas choqué. C'est un parti pris du film. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de prestations de Nicolas Cage où il en fait peut-être moins, mais que c'est moins en adéquation avec le film, et que du coup, là, c'est de sa faute. Là-dessus, bon, Après, par contre, il en fait vraiment des tonnes. Je pense que c'est aussi un peu de sa faute. Beaucoup de sa faute, en fait. Je suis pas sûr qu'il a été dirigé comme ça. Ben, je sais pas, mais vu que j'arrive pas à savoir ce que le film veut faire en termes de ton, ben j'arrive pas trop à dire s'il a obéi à ce qu'on lui a dit de faire ou pas, en fait. Je me demande sincèrement si le fait qu'il en fasse des caisses nuit pas au ton que le gars voulait donner. Ouais. Parce que mais en même temps, soyons honnêtes, de tout le film, et sincèrement une des raisons pour laquelle j'aime ce film bien plus que son thème ou son histoire, pour lequel j'en ai honnêtement rien à foutre, c'est juste parce que on a une chance de voir Nicolas Cage faire n'importe quoi, mais faire n'importe quoi d'une manière maîtrisée, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Bah, contrairement à des films qui vont arriver après aussi. Oui, aussi. On a littéralement un gars qui s'est dit comment est-ce que je représente la folie chez un mec qui est déjà antipathique de base. Et qui a lui envie d'aller super loin, ne serait-ce que parce que artistiquement il a envie d'aller loin, mais il y a une réflexion, il y a quelque chose, il y a plein de choses que j'ai trouvé super intéressantes, et il y a plein de trucs qui sont quand même violentes. Enfin, je veux dire, voilà, on en parlait tout à l'heure, il a bouffé 2 cafards. Il les a bouffés, quoi. À la base, ça c'est aussi un truc, c'est lui, parce que au début il y a une espèce de chauve-souris, et la chauve-souris c'est une chauve-souris mécanique, là, c'est une fausse en plastique. Mais à la base, lui, il voulait que ce soit une vraie chauve-souris. Parce que il voulait être dans cette tête. Il était encore très méthode acteur. Comme on avait vu dans Birdie, où il s'était arraché des dents. Enfin, et il y a plein de subtilités à ces trucs. Il force ses rires. Nicolas Cage a un rire très particulier. Mais même là, dès le départ, il force ses rires pour nous montrer que le mec est un peu bizarre, que malgré le fait qu'il ait comment on appelle ça, du succès avec les femmes, qu'il a pas de problème à se montrer en public, le mec est quand même weird. Tu sais, enfin, il y a plein de petits trucs par-ci par-là qui marchent super bien. Les moments où il se parle à lui-même, ils sont exceptionnels. Je les trouve super bien joués. Quand il est dans sa douche, là, génial. Le moment où il a l'impression qu'il se voit plus, tu sais, dans les miroirs, là, incroyable. Mais c'est vrai que c'est plein de petites scènes plus qu'un film, et c'est peut-être pas aussi cohérent que ce qu'on voudrait du début à la fin dans sa performance. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont exceptionnelles dans ce film. Et j'ai remarqué ça j'ai trouvé ça très très drôle, parce que c'est la première fois que je le regarde avec un œil vraiment analytique. Et j'ai remarqué que les moments où il est calme, où il est censé être une personne normale, elles sont extrêmement justes, en fait. Et j'ai trouvé ça fascinant. Ok, bah écoute, moi je finirai en citant 3 choses que je trouve cool dans le film. Ouais. Et il y en a pas mal où je sais pas si c'est fait exprès.
Il y a un plan, en fait, le fait qu'il utilise comme cercueil son canapé retourné, il y a le plan avec le montre, je le trouve qui est très cool. Ça apparaît d'un coup et ça m'a bien fait, je trouvais que c'était une bonne idée. Il y a, juste avant qu'il viole Alva, il y a deux coups qui sont mis et qui arrivent, qui sont synchronisés sur les coups de feu. Mais il y en a que 2 sur pas mal de coups de feu, donc je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouvais ça que c'était cool. Et puis il y a la musique dans la soirée disco à la fin. Il y a une musique faite exprès pour le film et je pense qu'on vous la partagera peut-être sur les réseaux sociaux, c'est plutôt sympa. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire sur ce film. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le film est quand même beau. Tu sais, il est quand même bien filmé, il est sobre, il laisse beaucoup d'espace à Nicolas Cage. Je trouve qu'il laisse beaucoup d'espace à Cage. Oui, mais pour moi, c'est une bonne fois, chose. tu vois un beau plan où il y a des autres, tu fais, il a fait exprès ou pas ? Je pense, il est cohérent avec tout le reste de mes interrogations sur ce film. Je sais pas trop où le placer. Mais effectivement, il y a quelques beaux plans et à côté de ça, t'as des trucs qui sont hyper cheap, mais des fois je trouve. Mais en même temps, est-ce que c'est pas fait exprès aussi ? Enfin, c'est bizarre. Donc, avant d'y donner une note, je vais juste finir avec un truc qui me fait très très rire. Ça, c'est un truc que j'ai appris du film. C'est que à la base, Nicolas Cage avait refusé de jouer dans ce film parce que après avoir joué dans Moonstruck, il avait une pression pour jouer dans des gros films. Mais finalement, il s'est dit non, j'ai envie de faire ce film-là, il a l'air weird, donc j'y vais. Et je trouve que c'est le genre de petites choses qui sont sympathiques à savoir. Qui résume bien Nicolas Cage aussi, quoi. Exact. Et maintenant qu'on a dit, on va essayer de finir avec une note. Ouais. Et je vais te laisser noter le film en premier. Le film ? Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage, oui. Oui, parce que le film, on s'en fout. Il lance des nouvelles catégories dans le podcast, je suis pas au courant. Mais je serais curieux de savoir ta note globale du film, non ? Parce que je sais que tu l'as moins apprécié que moi je l'apprécie, mais... Ouais, je sais pas, je le mettrais à 3. Oh putain. Ah non, mais moi j'ai souffert, vraiment. Ah ouais. Enfin, ça m'a vraiment fait... J'étais pas bien pendant que je regardais le film. Donc voilà. Et après, la note de Cage, je lui mettrais un bon petit 9, je pense. Je mets pas 10 parce que je préfère me réserver pour certains autres films que j'ai en tête. C'est vrai que de toute façon, je pense qu'on fera une réactualisation des notes au fur et à mesure qu'on voit des films. Mais 9, c'est un bon. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que je pense qu'il était encore en train d'essayer de se trouver. Et qu'il y a certains trucs où ça marche moins, Oui, c'est le premier film où il se lance dans maintenant ça y est, je vais jouer des personnages qui deviennent fous. Et on va voir que c'est sûrement pas le dernier. Enfin, c'est pas un spoil, hein, c'est pas le dernier. Hein. Il est un petit peu connu pour ça aussi, mais au final, c'est vrai que c'est son premier film où il fait ça. Exact. Et écoute. Ouais. Tu t'accordes du coup sur la note 9, tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, vraiment. Eh bien, maintenant qu'on a noté notre ami Nicolas Cage, on a juste à vous dire au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter @CitizenCagePod. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Voilà, il suffit de chercher le nom Citizen Cage et vous allez nous trouver, vous verrez, on a un joli petit logo avec la tête de Nicolas Cage et la police d'écriture de Citizen Kane, donc vous pouvez pas nous louper. Et puis on essaie de poster des extraits, des photos, un peu de tout, donc suivez-nous. Et puis le prochain film pour l'épisode précédent, ça sera là aussi pas un gros film du tout, hein, un film franco-italien qui s'appelle Le Raccourci et de Giuliano Montaldo, donc moi j'ai hâte de vous en parler. À la prochaine. Et sur ce, bonne soirée.